Que faire lorsque le brouillard se lève et assombrit nos perspectives? La conjoncture actuelle, est-ce juste un gros coup de vent qui va passer ou un cyclone, une potentielle menace susceptible de réduire à néant tous nos efforts? L'économie qui ralentit, ce ne sont pas seulement les chiffres qui baissent, ce sont aussi nos certitudes sur le chemin qu'on a choisi ou sur notre capacité à atteindre la destination planifiée. Alors comment naviguer l'incertitude et garder confiance en nos projets et le courage d'avancer malgré les vents contraires? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Modern Entrepreneur, le podcast qui se veut une plateforme d'inspiration, de motivation et de ressources pour tous les créateurs de valeur, celles et ceux qui souhaitent faire évoluer, voire révolutionner leur vie, aussi bien professionnellement que personnellement. Et j'en suis convaincue, la posture entrepreneuriale est source d'épanouissement dans tous les domaines de vie, car elle induit responsabilité et mise en action, par opposition au statut de victime. C'est donc notre carte maîtresse en ce 21e siècle pour aller vers plus d'indépendance et d'autodétermination. Chacun a son approche sur la question du business en temps d'incertitude économique. Et quand on est entrepreneur, indépendant ou porteur de projet, c'est pas juste une question d'actualité économique, c'est aussi une question existentielle. Car une baisse de la demande, des clients qui freinent leur achat ou encore des partenaires qui suspendent leur investissement, et avec dans le même temps les charges fixes qui elles continuent de courir, c'est ce que j'appellerais une équation risquée pour la trésorerie de l'entreprise. Et puis entre les remaniements, les droits de douane, les conflits qui bouleversent le monde, tout ça peut finir par peser sur le moral, la motivation et parfois même la confiance dans le futur si c'est pas en soi. Alors, comment est-ce qu'on continue à croire en son projet, garder la détermination pour continuer à construire nos plans? Comment on fait pour rester focus quand tout autour semble instable, incertain, voire même absurde? Donc, différents entrepreneurs avec différentes façons de traverser cette période et suivant le statut ou encore la maturité, ce qui est commun et que tous partagent, c'est ce même défi de trouver cette accroche durable avec le client qui permet de sécuriser le revenu et donc la vie de l'entreprise. De l'indépendant freelance à la PME en croissance, on va voir 3 types de réponses qui peuvent permettre de faire face aux périodes instables en fonction de ces profils. Donc le premier profil, le freelance, que je qualifie de lucide mais sous tension. Le freelance, c'est celui ou celle qui navigue entre les missions, type conseil, dans la tech, l'IT, la transition, la communication, et qui, même s'il est indépendant, reste quand même dépendant du marché B2B ou du recrutement. Donc ce sont des personnes qui font preuve de résilience face à la crise de l'emploi qu'on peut observer actuellement. Je dis résilience parce que cette crise, en fait, certains d'entre eux en reportent les prémices depuis environ 2 ans, suivant leur secteur. En 2024, certains parlaient déjà de marchés moins fluides, qu'il y avait moins d'appels d'offres ou des TJM négociés à la baisse. Ceux qui ont l'avantage d'être sur des projets ou des missions longue durée sentent moins l'impact de cette crise. Mais pour beaucoup, le stress est beaucoup plus palpable. Parce que tous les 4-6 mois, il faut repartir en quête d'un nouveau contrat, se repositionner, convaincre à nouveau, avec des conditions de marché de moins en moins favorables. Et face à cette situation, la stratégie potentielle de correction serait d'une part renforcer les attitudes, et d'autre part, redéfinir ce qu'est la notion de liberté pour le freelance. Dans renforcer les aptitudes, on parle bien sûr de compétences et de formation. Donc, élever ses compétences, que ce soit via des formations en ligne sur les plateformes comme le CNAM, Coursera, 360 Learning, etc. Ou en présentiel, pour ceux qui ont plus de temps disponible, et aussi peut-être des disponibilités financières selon le type de formation. Au niveau des activités les plus porteuses pour se diriger dans sa formation,
on peut citer par rapport aux besoins de l'entreprise le besoin d'automatisation et de transformation pour gagner du temps. Donc, ça va être des formations plutôt dans la tech, le développement, la data, telles le cloud, Python, ERP, cybersécurité, machine learning. Autre besoin, par exemple le besoin de création d'une identité, d'une image forte ou une expérience utilisateur unique. Et donc là, on peut se diriger de tout ce qui est, vers tout ce qui est design et création numérique. Type de formation, il y a tout ce qui est UX designer pour les startups ou motion design. Et il y a également, en termes de besoins, du côté des soft skills, tout ce qui permet d'activer les leviers d'influence, de faire adhérer un écosystème ou des parties prenantes à une cause ou une direction. Ensuite, redéfinir la notion de liberté des freelances, parce que souvent quand on choisit d'être freelance, c'est parce qu'on veut avoir plus de liberté, une certaine organisation aussi, quelque part, de revenir vers le salariat ou un format plus sécurisé. Ou alors, ça peut être aussi, pour ceux qui sont plus agiles, d'aller proposer, il peut être intéressant d'aller proposer ses services dans une autre région nationale ou internationale qui est plus porteuse. En tous les cas, ceux qui ont suffisamment de résilience parmi les freelances pour continuer doivent avoir aussi pour point focus la fidélisation du client, de la communauté ou la création d'offres récurrentes comme tout ce qui est conseils, réabonnements, package, etc. Maintenant, le deuxième profil, tous les indépendants B2C. C'est ceux qui dépendent du pouvoir d'achat des particuliers. Donc, ça peut être des artisans, un coach, un wedding planner, un thérapeute, vendeur en ligne ou encore un designer. L'indépendant B2C, c'est celui qui subit de plein fouet l'impact de l'inflation. Parce que les clients vont avoir une baisse de pouvoir d'achat, du coup ils voudront en fait des prix plus bas, ils vont rechercher les meilleures offres, ils vont négocier les prix. Donc les ventes, elles, deviennent moins incertaines et plus de stress qui s'est présent, est-ce que je vais faire mon chiffre ou pas. Ceux parmi les indépendants B2C qui étaient portés par l'envie de sens ou qui adorent leur nouvelle activité ou qui voulaient se réapproprier leur temps, il y a cette question de la viabilité qui revient de plus en plus souvent. Que ce soit en termes de timing, jusqu'à quand est-ce que je peux tenir, ou alors comment trouver l'équilibre entre ma passion et la pérennité de mon activité. La réponse stratégique peut être de continuer à créer de la valeur en envisageant tout d'abord la diversification des sources de revenus et aussi la fidélisation du client par la création d'un revenu récurrent. Donc proposer du digital, par exemple tout ce qui est e-book, mini-formation en ligne, des ateliers collectifs, des abonnements. Il y a également revoir la valeur réelle de ce qu'on offre aux gens. Et là, il faudra peut-être élaguer, donc se questionner sur est-ce que ce que j'offre correspond vraiment à leurs besoins et adapter l'offre, soit en simplifiant le message, ce qui induit de plus d'attention, plus d'écoute et plus de recherche par le questionnement, par exemple. Et la troisième option, c'est le renforcement de la visibilité, parce qu'en période de crise, on va là où on a confiance, donc les personnes qu'on voit le plus en plus souvent sur son fil et qui dit des choses pertinentes aussi, c'est pas juste d'être présent. Donc c'est une communication régulière, tout ce qui est newsletter, les posts LinkedIn, Instagram, tout ce qui est animation de la communauté. Enfin, le troisième profil, les entrepreneurs avec une activité en croissance, type tout ce qui est start-up, TPE, PME. Et pour ces profils, l'enjeu est de survivre à la crise, qui peut être aussi considéré comme un filtre ou un test de solidité sur leur business. Donc pour rester pérenne, le premier pas, c'est de se poser la question de où sont mes forces, où sont mes faiblesses, qu'est-ce que je peux exploiter de mon activité. Et là, il peut être intéressant de faire un audit de l'activité. On peut le faire, par exemple, utiliser le SWOT
Et l'audit avec pour objectif, en fait, de voir ce qui peut être utile à la solidification des fondations de l'activité. Et cela, cette solidification de la fondation, va se jouer principalement autour de 3 piliers. Tout d'abord, la maîtrise de la rentabilité. Parce que s'intéresser à la rentabilité, c'est passer du focus de la croissance par le chiffre d'affaires, donc plus de commandes, carnet de commandes très bien rempli, on s'élargit au niveau du marché, on va de plus en plus loin. Donc passer de cette vision de chiffre d'affaires à cette vision de la croissance rentable, c'est-à-dire plus de valeur. Et pour ça, on va chercher à optimiser son offre en identifiant et en favorisant les produits ou les segments les plus profitables, en utilisant par exemple tout ce qui est PNL, Profit and Loss, qui se calcule via le revenu, charge, résultat, par produit. Ou encore, on peut s'aider de la matrice BCG pour identifier les générateurs de revenus ou les produits à forte marge, c'est-à-dire les vedettes ou les stars. Également, après la maîtrise de la rentabilité, on a l'efficience opérationnelle, deuxième pilier. Et le but de l'efficience opérationnelle, c'est de faire plus avec moins, sans pour autant dégrader la qualité de ce qu'on propose. Et pour ça, on va travailler à standardiser, automatiser et digitaliser les processus via tout ce qui est les procédures internes, tout ce qui est CRM, tout ce qui est intégration, intelligence artificielle, etc. Et troisième pilier, bien sûr, ça va être le pilier humain, d'un côté par la fidélisation de la clientèle. Donc plutôt que d'acquérir, donc plutôt que d'être dans cette logique de j'agrandis mon marché, ça va être plutôt de travailler avec la base qu'on a. Un peu comme pour les produits, donc on va essayer d'investir dans les clients à forte marge, en revoyant peut-être les offres et s'intéresser à ceux qui ont la capacité d'investir le plus. Et d'un autre côté, au niveau interne, c'est de maintenir l'engagement des équipes grâce à la culture d'entreprise, par exemple. Donc après avoir vu ces 3 types d'exemples, on peut se demander quels enseignements est-ce qu'on peut tirer concernant nos projets en temps d'instabilité. Donc, le premier constat, ce serait la lucidité. Rester lucide sans pour autant entrer dans le pessimisme. C'est-à-dire se baser sur des faits ou des données en fonction de son positionnement. Et surtout, ne pas se laisser happer par la peur. Donc il faut comprendre que la crise, elle n'impacte pas tout le monde de la même manière. Un freelance B2B ne vit pas la même réalité qu'un artisan local ou qu'un entrepreneur dans la tech. Certains vont devoir réviser leur plan à très court terme et d'autres ont un peu plus de marge sur le moyen terme. Donc, rester lucide, c'est aussi connaître ses besoins réels. Pour ça, il est intéressant d'utiliser les listes pour savoir mes besoins, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'utilise, en fait, avoir cette liste ou cocher. Et aussi les dashboards pour évaluer les résultats, les récurrences, pour savoir où sont les habitudes, où sont les actions, où sont les besoins. Par exemple, ça peut être, si on parle de trésorerie, quel est l'état de la trésorerie actuelle, combien de temps on peut tenir sans stress financier, quel levier concret est-ce qu'on peut activer rapidement. Et parfois être lucide, ça veut aussi dire pouvoir assumer un plan B, sans bien sûr se culpabiliser. Pour un freelance ou un indépendant, ça peut être accepter un CDD ou un mi-temps ou une activité complémentaire qui permet une certaine stabilité ou qui permet de se donner du temps. À côté de ça, donc les outils Lean qui permettent d'accompagner la lucidité, on a tout ce qui est Gemba, en fait. Aller voir sur le terrain, c'est information, on parlait de données, de faits, c'est d'aller chercher l'information à la source, le terrain, là où les choses se passent. Donc poser les questions aux gens, aux personnes qui sont vraiment impactées, concernées, et essayer, prendre l'information à la source tant que possible. Il y a aussi observer soi-même, quand on parlait de liste, pour évaluer les besoins et ce qu'on fait réellement. Donc c'est s'observer aussi soi, sans filtre,
dans ses routines, pensées et priorités que je vais inclure dans le Gemba. Ensuite, il y a tout ce qui est tableau de bord et tableau de pilotage pour garder la lucidité, c'est-à-dire travailler sur les 5 indicateurs maximum pour essayer de suivre dans quelle direction, comment évoluent mes différentes actions. On peut s'intéresser au forecast des demandes, aux capacités opérationnelles, le stock, la trésorerie, la marge, ce genre de choses. Et aussi travailler sur des scénarios pour pouvoir me dire qu'est-ce que je priorise et à quel niveau est-ce que je dois prendre des décisions. Également, autre outil, le visual management, qui permet de garder en fait la destination en tête et surtout cette capacité de se projeter dans le futur pour pouvoir garder sa motivation. Deuxième point, ce serait de rester focus. Quand les temps sont durs, on vient à l'essentiel. Et chaque entrepreneur doit identifier sur quoi se concentrer son énergie. Qu'est-ce qui est essentiel dans son activité pour lui? Dans la vie personnelle, quand on a moins de ressources, on priorise le loyer, la nourriture, la santé. Donc c'est la même logique qu'on va adapter dans nos projets en éliminant le superflu pour se concentrer sur la valeur. Donc ce qui est un peu ce qui est totalement la philosophie du lean management, donc éliminer le bruit, les moudas pour se concentrer sur ce qui est générateur de valeur pour le client et donc pour l'entreprise. Un exemple avec le recentrage d'Apple par Steve Jobs. Quand Jobs revient chez Apple en 1997, il trouve une entreprise au bord de la faillite avec une offre éclatée, dispersée. Et donc là, il décide de réduire drastiquement la gamme pour se concentrer, pour concentrer les efforts d'entreprise, les efforts d'innovation et de design sur ce qui fait vraiment la différence pour les utilisateurs. Donc c'est ce recentrage qui donnera naissance au Think Different, ou la focalisation sur la valeur utile pour le client. Ce recentrage également a permis à Apple de devenir aujourd'hui l'une des entreprises les plus rentables et les mieux valorisées au monde. Donc je pense qu'il tourne autour de 4000 milliards de valorisation. Enfin, mais à un autre niveau, cela peut être aussi revoir des abonnements qui sont pas vraiment utiles. Ça peut être réévaluer la localisation ou l'espace de travail, ou encore simplifier le packaging. Donc le vrai focus, c'est l'art de filtrer, de dire non à ce qui éparpille. Et là, on peut aussi s'aider de l'outil de lean management, le 5S, vous savez, pour clarifier son espace, trier, mettre de l'ordre et se débarrasser du superflu. C'est également identifier sa vache à lait, ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des produits, ou sa star, pour savoir où est-ce qu'on s'investit. Donc, où est-ce que ce que je peux faire aujourd'hui avec ce que j'ai pour aller dans la direction que j'ai choisie. Et pour pouvoir faire tout ça, pour être dans le focus, il faut de la discipline. Parce que le focus sans discipline, c'est juste une bonne intention sans exécution. Et en parlant d'exécution, on arrive sur le point numéro 3 qui est rester en action. Rester en action, qui permet également de transformer la crise en opportunité. Mais parce que ce qu'il faut se dire, c'est que nos actions et nos réactions, elles sont déterminantes en fait. Plus déterminantes pour l'avenir que juste l'aspect de la crise. Quand on met de l'action, l'action va créer du mouvement, le mouvement va nous permettre d'avoir de l'élan. Et quand tout semble figé autour de nous, donc une seule chose en fait peut nous remettre en route, c'est de prendre des initiatives. C'est souvent dans les périodes de tension que naissent les meilleures idées en fait, ce qu'on dit parfois, et les problèmes peuvent donner des opportunités d'amélioration. Par exemple, pour répondre aux besoins d'électricité en zone rurale en Côte d'Ivoire et permettre aux enfants de faire leurs devoirs le soir, est né le projet Solar Park ou le sac à dos panneau solaire. Donc le soir, le sac à dos ayant été rechargé toute la journée, on a rechargé les panneaux solaires grâce à la lumière du soleil. Donc le soir, il y a une ampoule
qui permet d'avoir de la lumière pour pouvoir travailler. Également en Chine, on a le cas de Huawei, qui face aux restrictions américaines pour l'accès à certaines technologies, telles les puces, Huawei a développé son propre système d'exploitation et de puces locales, ce qui a permis d'atteindre la souveraineté technologique puisqu'il a pu dépendre des fournisseurs extérieurs. Et également avec Nike, sous la pression sociale et environnementale, donc c'était dans les années 2000, Nike s'est investi dans l'éco-innovation et a développé des matériaux recyclés, donc ce qui a donné des lignes telles que Nike Green ou Flyknit, permettant d'améliorer son image de ce côté-là. Le dernier cas, c'est dans le secteur financier, M-Pesa ou M-Pesa au Kenya, qui a créé un système de paiement pour envoyer et recevoir de l'argent via SMS, qu'on voit des fois dans les films, ce qui a permis de révolutionner la finance mobile en Afrique, où peu de gens en fait ont accès au compte bancaire. Donc voilà, donc ces 4 cas montrent que les contraintes forcent la créativité, mais pour peu qu'on regarde son problème de près et qu'on cherche des solutions. Ensuite, les derniers outils Lean qui peuvent aider pour la partie action, qui peuvent être un support, on a le PDCA bien sûr, qui peut nous aider dans notre démarche, comme une boussole dans l'instabilité un peu. Ça nous permet de planifier ce qu'on peut, même petit, faire en fait, se concentrer sur le fait d'essayer, en fait, tester, essayer, sans penser à la perfection. Et ensuite, il y a la partie check, vérifier, on observe la réalité, les résultats qu'on a, et puis on ajuste, ou alors on agit sur la version définitive de ce qu'on a. Parce que quand tout change, quand les choses sont instables, quand le monde change simplement, vaut mieux être agile, adaptatif, que de rester rigide et camper sur ses positions. Également pour le support mental, on a le cercle d'influence, donc c'est le cercle d'influence versus le cercle de préoccupation de Stephen Covey. Donc c'est un outil sur 3 niveaux qui permet de distinguer ce qu'on maîtrise, qui est sous notre contrôle, dépend de nous et qu'on peut faire, ce sur quoi on a de l'influence, donc on peut influencer les personnes, les organisations ou processus, en utilisant la persuasion par exemple, et ce qui nous préoccupe en dernier lieu, ce sur quoi on est impuissant et qui ne dépend absolument pas de nous. Donc selon le point focus, ça permet de discerner les proactifs, ceux qui font ce qui est avant tout sur leur contrôle ou sur leur influence, donc je me focalise sur ce que je peux, et les réactifs, ceux qui sont préoccupés par des facteurs externes, tels la crise, etc., mais sur lesquels ils peuvent difficilement influer. Donc au sens large, ça aide également à travailler sur ces croyances limitantes, et le but, en fait, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut améliorer aujourd'hui. Donc ça peut être mon niveau d'énergie, mon organisation, ma vision à court terme. Donc pour conclure, la lucidité, le focus et l'action, ils forment un système d'équilibre qui peut faire la différence entre ceux qui subissent l'instabilité et ceux qui en font un tremplin en utilisant les données, en focalisant dans la bonne direction et en faisant preuve de discipline dans l'action. Et pour prolonger la réflexion sur ce sujet, je peux vous proposer la lecture du livre Antifragile de Nassim Taleb. Donc c'est un livre très intéressant dans le sens où il permet, où il met en avant l'approche de personnes et d'organisations qui se nourrissent de la crise pour grandir et se renforcer et être plus stratégiques. Parce que, comme on le disait, au fond, le défi, c'est pas d'éviter l'instabilité, parce que de manière, on ne peut pas contrôler les facteurs externes, mais d'apprendre à en sortir plus lucide, agile, plus fort. Donc, on reste dans le mindset du lean management, apprendre, ajuster, s'améliorer à chaque itération. Un autre livre qui va dans le même sens, c'est The Lean Startup de Eric Ries. Et là, c'est plus dans l'entreprise, parce que c'est une référence pour les entrepreneurs dans un contexte mouvant,
Donc là, c'est pareil, comment tester, apprendre, pivoter rapidement sans gaspiller les ressources ni les énergies. Donc c'est pareil, mais dans un autre thème. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre présence et j'espère que cet épisode a été nourrissant pour vous. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Merci à vous.